De retour sur ce plateau où nous avons été rejoints par de nouveaux invités, Ougé et James de la Nigerian Networking France. Bienvenue à vous. Bonjour. Et Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonjour Graziella et bonjour à nos téléspectateurs. Alors Ougé, on vient de le voir, votre président, le président Muhammadu Buhari vient d'arriver au Cameroun. Qu'attendez-vous personnellement de cette visite? Ce que la population attend, c'est l'entente mutuelle entre les deux peuples, les deux familles qui s'aiment. Donc, à partir de là, Mohamed Buhari était élu pour éradiquer la corruption au Nigeria et puis éradiquer l'épidémie de Boko Haram. Et voilà. Comment vivent les Camerounais au Nigeria? Les Camerounais sont bien accueillis, qui travaillent, au niveau culturel. Vous savez que le Nigeria est un pont pour les artistes camerounais venant en métropole. Donc c'est un tremplin pour les Camerounais et qui sont bien accueillis, qui travaillent avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'intégrité, qui sont bien intégrés au Nigeria en fait. Et vous Jean-Marie, qu'attendez-vous de cette visite du président nigérian au Cameroun? Je veux dire personnellement, c'est comme il vient de dire mon collègue, c'est par rapport aux populations. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la visite du président nigérian au Cameroun devrait permettre d'essayer de mettre en place des stratégies communes qui permettent d'aller au-delà de ce qui est fait à l'heure actuelle pour pouvoir éradiquer ce que Boko Haram fait. Parce que Boko Haram contribue à déstabiliser pratiquement toute la région aujourd'hui. Vous voyez combien d'armées vous avez aujourd'hui? Vous avez pratiquement 4 ou 5 pays qui sont engagés là-dedans. Et ça a un coût. Ça a un coût, si vous voulez, au niveau de la croissance économique, c'est-à-dire toutes les économies africaines se sont dirigées, c'est-à-dire pour être des économies émergentes dans un horizon plus ou moins dans différents pays. Et moi, ce que j'attends, si vous voulez, de la visite du président Buhari, c'est qu'avec le président Biya, qu'on puisse mettre en place des stratégies vraiment communes de coopération et que ce soit une franche coopération dans la mesure où on sait que dès le début de l'émergence, du moins, je dirais, de Boko Haram, on sait très bien que le Cameroun, si vous voulez, a été pratiquement le premier pays. Le Cameroun avait demandé, comment dirais, la poursuite à l'intérieur du territoire nigérian. Les Nigérians ont refusé. On a perdu pas mal de temps là-dessus durant, si vous voulez, la fin du règne de Goodluck Jonathan. C'est-à-dire, Boko Haram a profité, si vous voulez, de ce vide-là pour pouvoir se renforcer. Donc moi, ce que j'attends aujourd'hui, nous avons affaire à quelqu'un qui connaît relativement bien le terrain, qui est le président Buhari, et qu'avec le président Biya, qu'on puisse trouver des stratégies, si vous voulez, plus efficaces et des stratégies qui permettent, en termes de communication, en termes de moyens de défense, en termes des hommes, de pouvoir renforcer cette lutte et d'essayer d'éradiquer Boko Haram, mais ce sera une lutte qui sera très très longue, tout simplement. Pourquoi? Dans cette lutte asymétrique-là, les choses sont très très difficiles à maîtriser. Comment neutraliser Boko Haram? La question sera au centre des discussions entre le président nigérien Muhammadu Buhari et son homologue Paul Biya, car malgré la mise en place d'une force régionale, le groupe n'a pas perdu sa capacité de nuisance. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, en visite officielle au Cameroun. Le président nigérian est accueilli ce 29 juillet par son homologue camerounais, le président Paul Biya. Objectif, discuter de la coopération bilatérale, mais surtout de la stratégie des deux pays pour faire face au groupe islamiste Boko Haram. Le Cameroun a une part importante, un rôle important à jouer dans la lutte contre Boko Haram, mais aussi parce que le Cameroun, qui est aux prises avec cette nébuleuse depuis quelques années, a besoin du Nigeria pour renforcer la mobilisation régionale sur le plan opérationnel. Donc il faut une concertation au niveau politico-stratégique entre les deux présidents, mais aussi entre les différents ministre de la Défense, d'abord au niveau bilatéral entre le Cameroun et le Nigeria, pour voir ce que les deux pays peuvent faire ensemble sur le plan opérationnel dans la lutte contre Boko Haram au niveau des frontières. Le renforcement de la coopération militaire sera donc au cœur des échanges. Plusieurs villes du Cameroun, dont Fotokol et Maroua, ont déjà été à plusieurs reprises la cible d'attentats suicides avec un lourd bilan. Le dernier en date est celui perpétré ce samedi 25 juillet à Maroua, dans l'extrême nord du pays, soit 3 jours seulement après celui du 22 juillet. Bilan total, près d'une quarantaine de morts et plusieurs blessés. Sur le terrain,
terrain, nous gardons toujours l'initiative. Nos actions ont concouru, n'est-ce pas, à diminuer significativement leur potentiel. Et maintenant, ils se contentent, tout au long de la frontière, de mener des incursions très très rapides, faire même bas sur les denrées alimentaires, les céréales, le bétail. Je pense que c'est une secte qui est désorganisée, qui est à l'agonie. Donc on peut dire que c'est une situation qui est revenue au calme, et cela prouve également que les dispositions que le chef de l'État, chef des armées, a prises sont des dispositions pertinentes et qui ont fait leur preuve. C'est ce qu'il faudrait noter. Et il faut dire aussi que grâce à la coopération avec l'armée tchadienne, eh bien, il y a eu comme une accélération également de la menace, et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la mesure, n'est-ce pas, des missions qui incombent aux forces de défense. Le Cameroun participe depuis 2013 à la traque des islamistes de Boko Haram, aux côtés des militaires du Tchad, du Niger et du Nigeria. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par Lucien Ntamack, spécialiste en intelligence économique et directeur général de l'ECAM. Bienvenue à vous. Merci. Alors, Jean-Marie, le Nigeria s'était donné 6 semaines pour vaincre Boko Haram. Des années plus tard, le groupe continue de faire parler de lui. La menace a pris une nouvelle forme. Les attentats suicides se sont multipliés ces dernières années au Cameroun et au Nigeria. Comment en est-on arrivé là ? Tout simplement pourquoi? Parce que bon, c'était une action qui n'était pas prévisible. Boko Haram émerge, si vous voulez, bon, dans un environnement qui est un environnement complètement, je dirais, désincarné. Il faudrait quand même, quand on parle de Boko Haram, repartir peut-être à la source des problèmes. Parce que bon, j'aime bien dire sur nos différents plateaux ici, là, sur Africa 24, que j'aime pas trop quand on parle des effets. Il faut repartir aux causes. Boko Haram, c'est-à-dire, trouve, si vous voulez, un terreau fertile, si vous voulez, entre les deux pays, que ce soit le Cameroun ou le Nigeria, où vous avez un environnement, vous avez un taux de scolarisation qui est relativement simple. Très très faible par rapport, comparé, si vous voulez, au reste de l'environnement des deux pays. Parce que dès l'instant que vous avez des gens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire ce qu'on leur explique en face, ils sont facilement influençables et on peut les embrigader de manière beaucoup plus simple. Donc dès cet instant-là, il faudrait à un certain moment, c'est-à-dire sortir ces gens-là, ce que j'appellerais, si vous voulez, une espèce d'obscurantisme. Par quoi? Par l'éducation, par la formation qu'on essaie d'éduquer les individus. Parce que dès l'instant que vous avez un individu qui ne comprend pas son environnement, qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire avec l'environnement extérieur, les gens qui arrivent avec, si vous voulez, un discours, ces gens-là sont beaucoup plus perméables à ces discours-là. Alors en insistant sur le volet éducation, je pense qu'on éviterait un certain nombre de méfaits qui sont liés à l'apparition de Boko Haram. Lucien, le Nigeria a-t-il une responsabilité dans l'ampleur que prend aujourd'hui le problème Boko Haram? Il faut dire que le problème Boko Haram est un problème aujourd'hui global, un problème qui a été identifié il y a déjà une dizaine d'années parce que le renseignement au sein des différents États avait repéré déjà les prémices de cette nébuleuse. L'histoire de Boko Haram, c'est quoi? C'est une histoire d'islamistes qui revendiquent n'est-ce pas, officiellement le partage du pouvoir entre le nord et le sud du Nigeria. Donc, il s'agit d'un problème nigérian à la base qui devient finalement un problème sous-régional. Sous-régional dû au repli stratégique, n'est-ce pas, des forces, entre guillemets, de Boko Haram sur les différents États qui sont obligés, eux, de se défendre et qui entraînent une escalade de la violence. Et donc, le Nigeria a une responsabilité, oui, culpabilité non, mais une responsabilité dans le sens où on ne va pas dire qu'ils n'ont pas pris cette menace des deux mains, mais on va dire simplement peut-être que la réaction a été timide au départ. Et justement, l'essaimage et l'atomicité des différents acteurs de cette nébuleuse a fait que tous les États aujourd'hui de la sous-région sont menacés, fort heureusement, se retrouvent autour de cette question sécuritaire pour mieux appréhender la question aujourd'hui. Donc oui, il y a une responsabilité certaine, mais tous les États frontaliers également ont cette responsabilité-là aujourd'hui de prendre en main ce problème et de l'adresser de la meilleure manière. Alors Jean-Marie, côté Cameroun, cela fait plus d'1 an que le pays est entré en guerre contre le groupe Boko Haram. Quel bilan peut-on dresser jusqu'ici de l'action du Cameroun dans cette guerre? Je pense que l'action du Cameroun dans cette guerre-là est une action qui convient de saluer. Tout simplement pourquoi? Parce que le Cameroun a été le premier acteur à réagir, si vous voulez, face à la menace Boko Haram. Quand bien même, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lucien quand il dit qu'il n'y a pas la responsabilité du Nigeria. Il faut quand même voir que bon, il y a l'armée nigériane pendant ce temps-là qui n'a pas fait grand-chose pour pouvoir contrer Boko Haram. Il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que vous avez une armée face à un groupe comme Boko Haram
qui est rentré dans des casernes de l'armée nigérienne et se procurer des armes qui ont été achetées par l'État nigérien en tant que tel. Comment cela peut-il se produire, comment dirais-je, sur un territoire qui est censé être contrôlé par une armée régulière comme l'armée nigériane. Donc il faudrait bien que nous voyions les choses. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe de la manière suivante, c'est que dès l'instant que vous avez une instabilité politique à l'intérieur du territoire nigérian, donc le Cameroun a réagi, si vous voulez, par rapport à ça. Donc il y avait des insuffisances en face. Au niveau de l'armée nigériane, il y avait des insuffisances qui étaient criardes. Et nous savons très bien comment le système fonctionne. Et moi, je le dis clairement, le système, si vous voulez, a fonctionné de cette façon-là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le niveau de la corruption, quelque part, il a contribué dans cette émergence-là, c'est-à-dire dans la dynamique de Boko Haram, ça a beaucoup joué. Donc le Cameroun n'a fait que quoi? Le Cameroun, dans un premier temps, a dit nous défendons notre territoire. Donc le Cameroun a envoyé, si vous voulez, les forces armées sur place qui ont relativement combattu Boko Haram de manière efficace. Mais à un certain moment, comme l'ancien régime nigérian ne suivait pas le mouvement, donc qu'est-ce qui s'est passé? Boko Haram a profité de ce vide-là pour pouvoir, comment dirais-je, embrigader les gens, s'étendre, si vous voulez, beaucoup plus que leur point de départ. Donc ils ont étendu leur aura, et dès l'instant qu'ils ont étendu cet aura-là, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière, tout simplement. Pourquoi? Parce que les stratégies sont déjà mises en place et vous avez des armées de personnes qui sont désœuvrées, qui sont déjà engagées, si vous voulez, par cette nébuleuse-là. Donc je pense que c'est un combat qui va prendre énormément de temps pour qu'on en arrive jusqu'au bout, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas deux armées qui sont en face. Alors Lucien, la force d'intervention conjointe multinationale est censée entrer en action ce 30 juillet au plus tard. Ce délai sera-t-il respecté selon vous? Oui, il n'y a pas de raison que le délai ne soit pas respecté. Maintenant, déjà les différentes forces, les différents états-majors se retrouvent autour de la commission du bassin du lac Tchad. On retrouve les différents États qui ont le lac Tchad en partage également, plus le Bénin, qui partage une frontière avec le Nigeria. Et ces états-majors ont déjà mené des actions conjointes qui ont abouti à des victoires, notamment dans le nord du Nigeria par l'armée tchadienne, qui, dans ce partage-là, avait la responsabilité d'entrer en terre nigériane. Maintenant, il y a des raisons, des aspects plutôt diplomatiques, des aspects législatifs qu'il faut aborder pour permettre, n'est-ce pas, les droits de poursuite. Parce que le droit de poursuite, c'est l'une des questions centrales également de cette visite-là. Le droit de poursuite qui, l'a rappelé tout à l'heure, Cameroun l'avait déjà demandé, mais le Nigeria l'avait demandé également à une époque. Maintenant, peut-être les conditions n'étaient pas réunies pour le cas. Donc la force conjointe, la mise en place de cette force-là, je pense que sur le plan logistique, est déjà prête à partir du moment où les troupes sont déjà massées plus ou moins aux frontières, du point de vue du Cameroun, du point de vue du Tchad, et le Nigeria qui se réorganise avec l'arrivée du général Buhari, qui a de l'expérience dans ce secteur-là. Donc on a fort espoir, n'est-ce pas, que cette armée, cette force se mette en place tout de suite. Je ne pense pas que ça prendra un délai supplémentaire. Et au niveau de la coordination entre ces armées qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, Jean-Marie, pensez-vous que cela va bien s'opérer ? Je pense que ça va bien se passer. Comme Lucien vient de le souligner, vous savez, les militaires sont des gens qui reçoivent des ordres. La chose essentielle, c'est quoi? C'est que les hauts commandements des différentes armées, c'est pas uniquement l'armée du Nigeria, l'armée du Cameroun, comme Lucien l'a si bien souligné, vous avez toutes les autres armées. Il y a une coordination qui est nécessaire entre toutes ces armées-là, et non pas seulement que ce soit le fait du Nigeria et du Cameroun. Il faut bien, si vous voulez, au niveau du haut commandement, pour que vous ayez une circulation d'informations qui soit la plus efficace possible, qu'il y ait une collaboration de tous des commandements de toutes les armées qui sont impliquées dans la lutte contre Boko Haram. Donc à partir de ce moment-là, je pense que les choses peuvent se passer très 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 bien, dans la mesure où vous avez quand même une problématique qui est traitée depuis un certain temps, parce que là, on a un sommet qui va arriver, qui est le sommet sur la sécurité entre la CEAC et la CEDEAO. Donc ce sont des dynamiques qui peuvent mettre en place, si vous voulez, des solutions opérationnelles très très efficaces et à très très court terme. Alors les premières victimes de cette situation, ce sont bien sûr les populations. Une situation qui inquiète à ce jour les deux États. On va regarder tout de suite un sujet de Lise Elsie Akizimana sur la question des réfugiés dans le nord du Cameroun. Un nouvel afflux de réfugiés dans le nord du Cameroun.
Le camp de Minao, qui se trouve dans l'extrême nord du Cameroun, mais aussi à une cinquantaine de kilomètres du Nigeria, est arrivé à saturation. Selon l'OHCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, y reçoit chaque jour environ 100 réfugiés venus du Nigeria, des réfugiés qui fuient les combats et les violences du groupe terroriste Boko Haram. Le problème des réfugiés du Cameroun concerne également les réfugiés au Nigeria, dans le sens où aujourd'hui, ce qui se passe dans cette région, c'est que les réfugiés se déplacent. Quand il y a des attaques de Boko Haram, par exemple au Nigeria, ces réfugiés se déplacent vers le Cameroun. Ensuite, Boko Haram poursuit ces réfugiés jusqu'aux régions où ils sont venus se cacher au Cameroun. Et ils sont encore repoussés. Ces réfugiés repartent du côté du Nigeria. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un problème camerounais, c'est également un problème nigérien, c'est un problème de région. Le camp de Minao compte actuellement 44 000 personnes. Le gouvernement camerounais estime à 17 000 le nombre de réfugiés non enregistrés. Ce problème de réfugiés a mobilisé beaucoup d'associations humanitaires. C'est le cas de l'initiative Sifflet Jaune lancée par la Fondation du footballeur camerounais Eto'o-Fils le 19 juin à Paris, en France. On a cette levée de fonds en ligne qui permet de donner de l'argent aux ONG qui peuvent être des grosses ONG comme Oxfam ou le Haut Commissariat aux réfugiés ou des ONG plus modestes pour que sur le terrain elles puissent aider efficacement ces populations. Le but des sifflets jaunes, ce n'est pas d'être sur le terrain, c'est de mobiliser suffisamment pour que les gens prennent conscience de l'énormité du problème et de la crise humanitaire vers laquelle on risque de s'acheminer si on ne prend pas les mesures nécessaires. Le gouvernement camerounais compte ouvrir un autre camp de réfugiés afin de désengorger le camp de Minao. La visite du président nigérien Muhammadu Buhari le 29 juillet 2015 au Cameroun arrive à point nommé. Au-delà de la coopération bilatérale au niveau économique et sécuritaire, les deux chefs d'État seront également amenés à parler de la situation de ces réfugiés au nord du Cameroun. Lucien, comment vaincre Boko Haram sans nuire à la population civile? Est-ce possible? Déjà, il faut savoir que les états-majors, les États sont organisés pour vaincre des menaces telles que les menaces terroristes. La nuisance à la population n'est pas l'objectif, n'est-ce pas, d'une armée ou alors d'un État lorsqu'il s'en prend à une menace qui vaincrait, qui nuirait davantage, n'est-ce pas, au pays. Donc, il est possible de ne pas nuire à la population. Maintenant, concernant le problème des réfugiés, ce que je peux dire, c'est que la porosité des frontières, vous savez, le Cameroun et le Nigeria, c'est plus de 1000 km de frontières. La porosité des frontières n'aide pas du tout dans cette prise en charge des réfugiés. Et parmi les réfugiés, on a du mal à faire le distinguo. Vous avez entendu qu'il y a 17 000 réfugiés qui ne sont pas enregistrés. On a du mal à faire le distinguo entre des réfugiés économiques, entre des réfugiés de guerre, et même entre peut-être des gens qui se cachent entre les mailles, hein, qui appartiennent peut-être à cette nébuleuse qu'on nomme Boko Haram. Mais jusque-là, il faudra encore voir. Donc, il y a plusieurs types d'éléments qui se mêlent à ce problème des réfugiés là qu'il faudrait adresser, qui complique davantage la tâche. D'où la nécessité du renseignement, de l'unicité du renseignement entre les différents États de la sous-région. La nomination du commandant en chef des forces, de la force unique qui va être mise en place, à être déployée d'un moment à l'autre, arrive à point nommé. Ça a eu lieu il y a quelques semaines, notamment avec un commandant qui est tchadien, le commandant en second qui est camerounais, et le chef d'état-major de cette armée-là qui est nigérien, de cet état-major qui est nigérien. Et je pense que non, nuire aux populations, ce n'est pas l'objectif d'une intervention, d'une riposte graduée de la part des différents États. Il est possible de ne pas nuire à la population, d'autant plus que les dégâts faits par Boko Haram sont hautement ont un impact hautement plus important que l'action, n'est-ce pas, de l'armée et des États. Alors Jean-Marie, quel rôle peuvent jouer les populations camerounaises et nigérianes dans la lutte contre Boko Haram? Les différentes populations ne sont pas seulement les populations camerounaises et nigérianes. Vous vous rappelez, Graziella, ce qui est arrivé, comment dire, au Tchad récemment. Donc la fonction qui doit être, comment dirais-je, attribuée aux populations doit être une fonction très très importante. Ces gens, la population peut être très très importante en termes d'information, parce que dès l'instant que vous formez les gens, vous apprenez, parce que nous savons très très bien aujourd'hui que dans les différentes armées, vous avez des infiltrations qui sont faites, si vous voulez, au sein de la population, pour essayer, si vous voulez, de protéger cette population-là et de lever éventuellement un renseignement qui sera beaucoup plus efficace maintenant sur le terrain par rapport aux troupes qui sont sur le terrain. Donc les populations sont très très importantes. Vous voyez, quand vous arrivez dans une ville, ce sont les populations qui connaissent plus ou moins les habitants avec lesquels ils ont l'habitude de vivre. Donc dès cet instant-là, quand vous avez le renseignement militaire, bon, je ne révélerai pas grand-chose
chose. Ici, là, comme je disais, vous avez des gens qui sont en civil, qui se mêlent à la population, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les gens de l'armée. Donc, ces gens-là doivent avoir comme relais sur le terrain les différentes populations des différents États qui sont menacés par ce terrorisme-là. Et leur intégration est vraiment nécessaire pour pouvoir vraiment renforcer l'information, puisque nous assistons maintenant à une guerre qui est une guerre asymétrique. Nous n'avons pas deux armées qui sont en face. Donc, aujourd'hui, ce sont des actions qui sont ponctuelles. Donc, ces actions ponctuelles-là nécessitent quoi? Nécessitent une réactivité en termes d'action. Réactivité qu'on ne peut pas avoir, si vous voulez, comme quand on est sur un champ de bataille. Là, si on a face à soi quelqu'un qui porte des bombes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'immédiatement, il faudrait que les forces de sécurité soient averties et puissent réagir pour qu'il y ait le minimum de morts possible sur des actions comme cela. Donc, de ce point de vue-là, le rôle de la population est très très important dans le cadre du renseignement, même militaire. Alors, avant de se rendre au Cameroun, le président nigérian était en visite aux États-Unis. Les États-Unis qui ont refusé de lever la suspension de livraison d'armes au Nigeria. Comment avez-vous accueilli cette décision, Lucien? Déjà, il faut savoir que la décision de suspendre la livraison d'armes au Nigeria relève en fait d'une volonté d'arrêter la dissémination des armes à l'intérieur du territoire nigérian. Savoir que le nord du Nigeria était contrôlé par divers milices et même à l'intérieur des différentes obédiences politiques, il y a des divergences qui font en sorte que les armes, une fois rentrées au Nigeria, au sein même de l'état-major, qui a été dénoncé longtemps comme corrompu. La preuve, le président Buhari, après d'arriver, l'une de ses premières actions, c'est de changer tout l'état-major, le haut commandement de l'armée nigériane. Donc il y avait un problème, et ce problème subsiste toujours, quant à la crédibilité de l'armée nigériane et sa capacité, n'est-ce pas, à juguler la diffusion des armes au sein de sa propre armée. Donc je pense que cette décision relève d'abord de cette volonté-là, au-delà des considérations politiques. Avec un regard tout à fait simple, on dira que la volonté du président Obama, c'est de laisser le président Buhari à l'épreuve, pour voir un peu quel usage il fera déjà du pouvoir dont il a hérité aujourd'hui. Il faut savoir que le président Buhari est arrivé il y a quelques années au pouvoir par les armes. C'est un général fort, c'est un général qui a combattu la désobéissance civile il y a quelque temps et il y a toujours des abus. Il y a eu des abus. Et donc, je pense que les États-Unis aimeraient voir un peu comment il va se comporter. Maintenant, il y a quand même urgence quant à un réarmement de l'armée nigériane, un rééquipement et surtout une formation de cet état-major-là pour leur permettre de faire face à la menace, d'endiguer la corruption et enfin d'éradiquer ce type de menaces qui, à la base, sont atomiques et deviennent un phénomène comme on peut l'observer aujourd'hui. Donc, on l'a accueilli avec beaucoup de réserve. Hein. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement, même si les impacts, nous les vivons. On pense qu'il y a une nécessité de réorganisation de cette armée-là. On va laisser les spécialistes se pencher sur la question. Alors, Jean-Marie, les États de la sous-région ont-ils, selon vous, tous les moyens requis pour se débarrasser eux-mêmes de cette nébuleuse? Ça dépend de ce que vous entendez par moyens, Graziella. Ce sont des moyens financiers? Est-ce que ce sont des moyens... Évidemment, vous n'avez aucun pays, si vous voulez, dans la région qui fabrique des armes, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud quelque part. Mais vous avez, c'est-à-dire... Dans cette lutte contre Boko Haram, la plupart des États, c'est-à-dire qui sont les nôtres, nous sont complètement dépendants de l'extérieur. Nous ne fabriquons pas les armes, nous n'avons pas une capacité financière qui nous permet de pouvoir faire face, si vous voulez, à toutes les nécessités du terrain. Donc ça voudrait dire quoi? La coopération dont on parlait tout à l'heure, là, bon, il y a Lucien qui parlait de la globalité, si vous voulez, du mouvement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il faut prendre ce mouvement-là, c'est-à-dire dans son entièreté. Ça voudrait dire que le terrorisme, nous le vivons, c'est vrai, ça nous dépasse un peu au Cameroun, mais c'est un phénomène qui est mondial aujourd'hui. C'est un phénomène qui est né pratiquement avec la mondialisation, si je puis m'exprimer ainsi, bien qu'il soit beaucoup plus ancien, mais... Les États de la région vont être dépendants de l'extérieur, si vous voulez, à ce niveau-là. Vous venez de prendre l'exemple sur les États-Unis. Les États-Unis, si vous voulez, se disent la chose suivante, c'est que si on continue à armer, c'est-à-dire le Nigeria tout de suite, et qu'il n'y a pas des moyens de contrôle interne, comme Lucien l'a très bien souligné, s'il n'y a pas de moyens de contrôle interne, ces armes-là vont finir où? Rappelez-vous que l'Afrique a explosé, si vous voulez, avec les printemps arabes. Après les printemps arabes, s'en est suivi quoi? S'en est suivi, si vous voulez, la chute de Kadhafi. Et de la chute de Kadhafi,
vous avez des généraux qui étaient dans l'armée de Kadhafi qui maintenant sont repliés, si vous voulez, au niveau du Mali, au niveau du Sahel, et qui ont créé, si vous voulez, toute cette dynamique-là aujourd'hui qui a commencé, si vous voulez, par Daesh, AQMI et tout ce qu'on connaît comme mouvement. Donc, à partir de là, nos États sont extrêmement dépendants, si vous voulez, de l'apport extérieur en termes de renseignement. Bon, vous avez aucun État africain qui fabrique des drones aujourd'hui pour pouvoir, c'est-à-dire, c'est une des composantes de la défense aujourd'hui au sol qui est importante. Donc, vous avez aucun pays dont nous allons être, si vous voulez, bon, dépendants là-dessus. Il y a Lucien qui a parlé tout à l'heure aussi, si vous voulez, de la formation. La formation, c'est-à-dire de toutes ces armées-là, il faut que, c'est-à-dire les militaires, que ce soit les états-majors ou les militaires, les troupes qui sont sur le terrain, il faut qu'ils renforcent leur formation maintenant, puisque c'est une lutte à laquelle nos armées n'étaient pas habituées en tant que telles. Là, on a vécu des guerres qui étaient des guerres, si vous voulez, bon, dans nos États à l'intérieur, qui étaient, par exemple, comme la situation que nous connaissons en République centrafricaine. Et là, la situation est complètement différente. C'est-à-dire, on part sur des objectifs qui sont complètement différents et qui sont vraiment dus à hasard. Tout simplement, pourquoi cette asymétrie-là, qui fait en sorte que ça entraîne en même temps une nécessité de renforcement de l'information beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée que les informations, c'est-à-dire que les armées ont l'habitude de recueillir, et une nécessité de recoupement pour pouvoir comprendre comment la nébuleuse fonctionne à l'intérieur. Revenons-en à la question des réfugiés pour terminer. Lucien, y a-t-il un risque de crise humanitaire aujourd'hui dans le nord du Cameroun? Il y a un risque, il y a un risque de crise humanitaire. Il faut savoir, nous étions dans le nord, à l'extrême nord, notamment il y a quelques mois, moi personnellement, et les camps des réfugiés, je peux vous dire que les autorités sont débordées. Le Cameroun est une terre d'accueil, mais dans le même temps, il faut les nourrir. Déjà, les catastrophes naturelles, la crise de Maga, la chute de la digue, il y a quelque temps, ont entraîné, n'est-ce pas, un afflux de sinistrés à l'intérieur même du Cameroun. C'était un galop d'essai quant à ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène Boko Haram. Donc le risque de crise humanitaire, à partir du moment où il y a des populations qui affluent et qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas savoir exactement combien de populations arriveront demain, ceci dû à la menace terroriste, le risque de crise humanitaire est là. Maintenant, il se pose avec quelle acuité? Est-ce que c'est sur une échelle de 5, de 1 sur 5 ou de 4 sur 5? C'est en fonction des différents développements en fait, de cette crise militaire, sécuritaire, que nous allons observer la crise humanitaire. Mais le risque de crise humanitaire est sérieux, il est vraiment encore. Renforcer la sécurité au niveau des frontières du Nigeria et du Cameroun pour faire décoller l'économie est l'un des objectifs de la visite du président nigérian. Les détails avec Lise Elsi à Kizimana. Le Cameroun et le Nigeria souhaitent renforcer leur coopération économique. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le 29 juillet 2015. Invité par son homologue camerounais Paul Biya, le chef de l'État nigérien compte, au-delà de la coopération sécuritaire, aborder la question de la coopération économique. La visite du président Buhari au Cameroun va permettre de renforcer des liens économiques qui sont déjà assez intenses entre le Cameroun et le Nigeria. Sur le plan commercial, notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre le Niger et le Cameroun. Maintenant, au niveau des aires d'investissement, on note une présence nigériane au Cameroun sur le plan bancaire, avec notamment UBA et EcoBank. Et aussi, l'homme le plus riche du continent, M. Dangote, est en train d'investir massivement au Cameroun, notamment dans la cimenterie. Il y a déjà une cimenterie Dangote qui est opérationnelle, une deuxième est annoncée. Donc, je pense que cette visite permettra de renforcer ces liens-là. Le Nigeria a en effet été longtemps un partenaire commercial important pour le Cameroun. En 2012, le Nigeria était le plus grand fournisseur du Cameroun avec 17,8% des importations. Et l'accord commercial du 11 avril 2014 permet à tous les produits camerounais d'accéder au marché nigérien. La situation a commencé à se dégrader avec les attaques du groupe terroriste Boko Haram qui compliquaient les échanges au niveau des frontières. Les frontières entre les deux pays se sont vues à un moment donné fermées parce qu'il était difficile pour les différents pays de faire remonter l'activité économique en direction des deux pays. Et donc, il faut aujourd'hui renforcer la sécurité aux frontières pour que les deux pays puissent reprendre le chemin de l'activité économique, des échanges commerciaux, mais de renforcer les liens aussi au niveau économique et commercial
entre ces deux pays. Le renforcement des liens commerciaux est donc indispensable pour ces deux pays qui partagent une frontière longue de plus de 1600 km. Une fois la sécurité rétablie, le Cameroun pourra accroître ses exportations vers le Nigeria, à savoir les produits agricoles et agro-industriels, tandis que le Cameroun pourra importer du Nigeria des produits tels que les hydrocarbures, les véhicules, les produits cosmétiques et autres. Alors, messieurs, on l'a vu dans le reportage, le Nigeria constitue aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs et partenaires commerciaux du Cameroun, si ce n'est le principal. Quels sont les enjeux de cette coopération, Lucien ? Oui, les enjeux de cette coopération, déjà il faut dire que c'est une coopération qui est séculaire. Aujourd'hui, les considérations politiques et stratégiques des États ont supplanté en fait une réalité qui est l'échange naturel entre les populations du Cameroun et du Nigeria depuis des siècles. Notamment dans le nord du Cameroun dont on ne parle pas assez, il faut savoir qu'il y a des familles qui occupent les deux parties de la frontière depuis longtemps et qui commercent entre les Camerounais et les Nigérians. Donc les États en sont juste venus retrouver une réalité économique qui existe déjà. Le Nigeria est le premier partenaire commercial du Cameroun et ce depuis quelques années avec 17% des importations devant la Chine, devant la France et devant l'Inde. Et ceci n'est pas négligeable. Et tout ceci, c'était avant les accords qui ont été signés entre le Cameroun et le Nigeria il y a environ 4 ans sur le plan commercial qui a permis d'autoriser aujourd'hui les Camerounais, les produits camerounais à rentrer au Nigeria quasiment franco de douane. Les Nigériens étaient déjà dynamiques sur le marché camerounais et ça, c'est une avancée. Le Nigeria est un marché de 177 millions d'âmes aujourd'hui et est une opportunité pour les Camerounais. Nous voyons toujours, nous, dans notre spécialité, les crises sous l'angle des opportunités. Donc les enjeux sont multiples, tant sur le plan humain, sur le plan économique et sur le plan commercial. Donc cette réalité commerciale aujourd'hui doit se transformer en réalité économique. Il faudrait que la croissance nigériane, qui atteint bientôt les 2 chiffres, ait un impact directement sur la croissance économique camerounaise en permettant, n'est-ce pas, aux Camerounais de s'intéresser à ce marché-là et surtout de connaître, parce qu'il y a une méconnaissance de la part des acteurs économiques camerounais du Nigeria. Il y a une certaine appréhension, tandis que les peuples nigériens, les Ibo, les Yoruba, ce sont des peuples dynamiques qui investissent volontiers sur des territoires qui leur sont voisins. Donc ces accords ont pour but aujourd'hui de briser cette glace et de permettre aussi au peuple camerounais au monde des affaires notamment, d'investir. C'est dans ce sens que ECAM aujourd'hui, justement à travers le forum PM Exchange qu'il organise en décembre, ouvre un plateau pour les entrepreneurs nigériens sur le site. Donc il y a beaucoup à dire au niveau de ces enjeux-là. Huché, quels sont les grands axes de la coopération économique entre le Cameroun et le Nigeria ? D'abord, il faut stabiliser la région, à savoir que nous avons une frontière commune de 1600 km. Donc, le mot d'ordre maintenant, c'est de stabiliser cette région et le sous-région afin d'attaquer le côté économique, entente économique et développement. Voilà. Mais il y a déjà une coopération économique qui existe entre ces deux pays. Quels en sont les axes principaux ? Maintenant, comme il a dit mon ami, maintenant, c'est l'entente entre les deux peuples, entre les deux, la tribu Ibo, la tribu Yoruba, qui ne demandent pas à moi d'aller aider nos frères camerounais à investir, à apporter des finances. À savoir maintenant qu'au Nigeria, nous avons 13 banques. Qui est reconnue par la Banque mondiale, qui n'est pas une mince affaire, qui n'est pas une petite affaire. Donc, à mon avis, c'est le moment opportun pour les Camerounais de prendre le train en marche. Voilà, le train économique et développement. Vous voulez peut-être apporter des précisions, Lucien ? Je Lucien ? apporter quelque chose, c'est que le Nigeria doit faire école dans la sous-région. Il faut savoir que l'industrie musicale au Nigeria, depuis plus de 20 ans, est normée et développée. Je ne vous parle pas de l'industrie du cinéma qui aujourd'hui a conquis les marchés mondiaux. Et donc, il y a un certain nombre d'industries comme ça là, qui doivent faire école au niveau du Cameroun. Et pour cela, il faut ouvrir davantage ces opportunités-là et surtout éduquer les mondes des affaires, créer des rapprochements. Nous saluons déjà l'action des différents ministres du Commerce, ministères du Commerce, qui ont générer les journées économiques et commerciales, journées commerciales entre le Cameroun et le Nigeria. Il faudrait maintenant que sur le plan économique, que les échanges soient renforcés. Je pense que
D'autre part, il y a le secteur énergétique dont on ne parle pas beaucoup. Il faut savoir que le Cameroun est le deuxième potentiel hydrographique du Cameroun, d'Afrique. Je ne vais pas citer les déboires aujourd'hui que connaissent les populations qui, nous l'espérons, sont en train d'être jugulées, mais le Nigeria représente à lui seul un important marché pour le potentiel énergétique que représente le Cameroun aujourd'hui. Il faut savoir que seule la distribution de cette énergie-là au seul nord du Nigeria peut assurer 10 fois les revenus pétroliers au Cameroun. Et donc, les enjeux sont vraiment à regarder de manière transversale et nous avons beaucoup d'espoir quant à cette visite-là, visite officielle d'amitié et de travail entre le président Buhari et le président Biya, afin qu'un sommet Cameroun-Nigeria soit carrément institué pour que chaque année, il y ait ces rencontres-là entre les différents chefs d'État pour parler affaires, parler confiance et surtout parler solidarité économique et culturelle. Et outre le secteur énergétique dont on vient de parler, quels sont les avantages compétitifs du Cameroun? Les avantages compétitifs du Cameroun se situent déjà au niveau de la taille. Il faut savoir que lorsqu'on a un pays comme le Cameroun qui est réputé comme étant l'Afrique en miniature et donc qui produit sur le plan alimentaire, qui est produit à foison des différentes denrées, notamment des légumes qui sont utilisés dans des plantes médicinales, qui sont utilisées par des laboratoires au Nigeria à côté et qui passent pour l'instant sur le plan informel. Il y a plein de denrées qui passent sur le plan informel et qui vont au Nigeria aujourd'hui et qui pourraient, avec juste cette coopération ouverte, rentrer sur le plan formel et donc d'autant de capitaux pour les différents États. Donc nous pensons que il y a vraiment urgence de réguler ces relations-là par le secteur énergétique. Qu'en est-il des avantages compétitifs du Nigeria cette fois? Les avantages compétitifs, pardon. Donc maintenant, au point de vue culturel, il faut savoir que le Nigeria est le deuxième pays de l'industrie du cinéma. Pourquoi pas comment dire, une entente entre les artistes, voilà, les acteurs, les cinéastes camerounais et les Nigériens. Pourquoi aller chercher ailleurs, tandis que nous, on a tout à apporter devant nous. Donc maintenant, nous allons renforcer une coopération assez solide entre cette industrie du cinéma nigérien et l'industrie du cinéma camerounais.